Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Manifestations spontanées, mouvements de désobéissance civile, combat politique. 21 ans après sa rétrocession à la Chine, le 1er juillet 1997, Hong Kong est devenu le bastion de la révolution anti-Pékin. L'ancienne colonie britannique, connue pour ses gratte-ciel et ses cols blancs, est le théâtre d'insurrections menées par des jeunes hongkongais contre le pouvoir chinois. Mais face à ceux qui réclament plus de liberté, voire même l'indépendance, Pékin verrouille tout, quitte à remettre en cause le principe fondamental d'un pays, deux systèmes, qui régit Hong Kong depuis sa rétrocession. Le pouvoir central peut encore compter sur une frange importante de la population pour qui le sentiment d'appartenance à la nation chinoise est encore très fort. Le reportage d'Antoine Védéier et Vincent Roux. C'est la ville aux 1000 gratte-ciel, l'une des métropoles les plus chères du monde. Hong Kong, un ancien port de pêche devenu l'un des territoires les plus densément peuplés de la planète. 7 millions d'habitants et une jeune génération qui s'inquiète pour son avenir. Eux viennent tout juste d'être diplômés. Ils fêtent leur entrée dans la vie active, mais aucun ne compte rester à Hong Kong. Je veux simplement quitter Hong Kong, parce que ces derniers temps, il y a beaucoup trop de mépris ici. En fait, je ne suis pas le genre de personne qui aime me justifier auprès des gens, mais je déteste vraiment l'environnement qu'il y a ici. Comme elle, ils sont des milliers chaque année à quitter la ville. Dans cette agence qui aide à l'émigration, le constat est sans appel. Canada, États-Unis, Europe, les départs sont de plus en plus nombreux. En 2016, 20 000 Hongkongais ont fait le choix de partir. C'est la tendance actuelle et on pense que ça va continuer d'année en année. Ces derniers temps, on estime que les demandes de départ ont augmenté de près de 30%. À Hong Kong, on dénonce les loyers trop chers, les salaires qui stagnent et de plus en plus l'emprise de Pékin sur la ville. Car 20 ans après la rétrocession, les Hongkongais s'inquiètent du climat politique. L'ancienne colonie britannique est bien censée jouir d'une certaine autonomie depuis 1997. Elle appartient à la Chine mais conserve son drapeau, sa monnaie, ses lois. Ce principe, un pays, deux systèmes, doit durer jusqu'en 2047. Mais pour une majorité de la population, le pouvoir chinois grignote d'ores et déjà chaque espace de liberté. C'est devenu un rendez-vous incontournable. Chaque 1er janvier à Hong Kong, des milliers de personnes défilent pour réclamer plus de démocratie. Les soutiens de Pékin sont là, eux aussi. En marge de la manifestation, ils rappellent avec leurs pancartes et leurs étendards qu'Hong Kong fait partie de la Chine. Mais dans le cortège ces dernières années, des drapeaux qu'on croyait disparus ont refait leur apparition. Ceux de l'Empire britannique. Alice Lai fait partie de ceux qui réclament désormais un retour sous la couronne. Le Royaume-Uni est quand même bien connu pour être un meilleur pays que la Chine, en termes de valeurs, de droits de l'homme et de liberté. Et puis c'est un état de droit, ce qui n'est pas le cas de la Chine. Le recul de la démocratie affecte même la liberté de la presse. En 20 ans, Hong Kong a dégringolé de la 18e à la 69e place du classement de Reporters sans frontières. Depuis peu, Pékin place des hommes de main à la tête des journaux hongkongais. Un moyen pour le pouvoir chinois de faire pression et de censurer les contenus jugés trop critiques. Une ingérence de plus qui inquiète le responsable d'Amnesty International en Asie. Donc voici les deux titres de référence de la presse à Hong Kong. En langue anglaise, le South China Morning Post
et en langue chinoise le Mingpao. Donc 2 quotidiens à très grande circulation qui ont vu leur ligne éditoriale changer extrêmement fort depuis Occupy, lorsque Pékin a commencé à mettre beaucoup plus de pression sur le monde de la presse à Hong Kong et essayer d'avoir une ligne éditoriale dans les principaux journaux qui est beaucoup plus proche de ce que Pékin désire. Occupy, c'est ce mouvement appelé aussi la révolution des parapluies. En 2014, des dizaines de milliers d'étudiants ont envahi et bloqué le centre-ville de Hong Kong. À 21 ans, Nathan Law en était l'un des principaux leaders. Pendant 72 jours, il a campé sur cette place, harangué les foules et osé défier le gouvernement chinois. C'est ici que tout a commencé. Les gens ont occupé cette place et tout le monde était derrière les étudiants. Il y a une photo très connue de notre mur de revendication. C'était ici. On avait collé plein d'autocollants et c'était devenu l'un des symboles les plus forts du mouvement des parapluies. Moi, j'étais l'un des leaders étudiants. Au cœur de leurs revendications, l'instauration d'un véritable suffrage universel à Hong Kong. Ils ne l'ont pas obtenu et aujourd'hui, sur cette place Admiralty, tout rassemblement est interdit. Le gouvernement a fait de son mieux pour essayer d'effacer toutes les traces du mouvement des parapluies. Donc, ils ont nettoyé les rues et les murs, enlevé les autocollants de manière à consolider l'idée que tout ça n'avait pas eu lieu. Mais en fait, de nombreux Hongkongais ont été touchés par l'esprit du mouvement des parapluies et ont commencé à se soucier de la démocratie. Pour poursuivre son engagement, Nathan Law est passé du combat de la rue au combat des urnes. Il a créé son propre parti politique, Demosisto, un nom qui tire son origine du grec et du latin et qui signifie « le peuple se tient debout ». En septembre dernier, Nathan Law a remporté une première victoire. Il a été élu député au Parlement hongkongais. Eux, ce sont tous mes assistants. Ces derniers jours, ils ont travaillé sur les questions parlementaires. Ça, c'est mon bureau, donc, et là, c'est ma chambre parlementaire. À 23 ans, Nathan Law est devenu le plus jeune député de l'histoire de Hong Kong. Pour lui, le combat pour la démocratie doit se faire sur tous les fronts. Je considère que mon premier rôle en tant qu'individu est d'être un activiste. Les autres choses que je peux faire au Parlement servent à faciliter le mouvement démocratique. Je pense que l'issue ne se trouve pas au Parlement, mais à l'extérieur, dans la rue. C'est pour ça que je continuerai à être un défenseur de la démocratie. Je continuerai à protester, à marcher et à manifester dans la rue. Je continuerai à me battre contre le gouvernement. La Chine et le gouvernement hongkongais voient d'un très mauvais œil l'émergence de cette jeune génération sur la scène politique. Ils ont fixé une ligne rouge dont Andy Chan a fait les frais. Salut, moi c'est Andy Chan. Après le mouvement des parapluies, il a été le premier à réclamer l'indépendance totale de Hong Kong. Résultat, aujourd'hui, il est interdit d'élection, ne peut pas créer d'entreprise et n'a pas le droit de lever des fonds pour son parti. Il en est réduit à tracter à la sortie des lycées. Dans un futur proche, peut-être que je déciderai d'arrêter. Je serai peut-être en prison, ou j'aurai subi de nouvelles attaques de la part du gouvernement qui feront que je ne pourrai pas continuer. Mais nos espoirs reposent désormais dans la jeune génération. Je suis venu devant ce lycée pas seulement pour parler d'indépendance, mais surtout pour bien clarifier notre identité, nous ne sommes pas chinois. Hong Kong n'est pas la Chine. Ce slogan a même pénétré l'enceinte du Parlement hongkongais. Bajio Leung, lui aussi ancien leader du mouvement des parapluies, l'a proclamé devant un parterre de députés. C'était en octobre dernier. Il devait prêter serment à la Chine pour avoir le droit de siéger. En tant que membre du Parlement, je ferai tout mon possible pour sauvegarder l'intérêt de la nation hongkongaise. Monsieur Sixtus Leung, vous n'avez pas respecté le serment, je ne peux pas le valider. Mais c'est surtout ce drapeau qui a provoqué l'ire de Pékin. Pour l'avoir endossé, il a été exclu du Parlement.
3 mois plus tard, Badiolung assure ne rien regretter. Il a accepté de nous rencontrer. Voilà, ça c'est le drapeau que tout le monde connaît bien, où il est écrit « Hong Kong n'est pas la Chine ». Tous mes ennuis ont commencé à partir du moment où j'ai pris ce drapeau et où je me suis couvert avec lorsque j'ai prêté serment. Pour lui, l'avenir de Hong Kong doit s'écrire sans la Chine. Pékin est allé trop loin dans l'ingérence. Nous avons clairement compris que notre rival, c'est le gouvernement central. Le gouvernement de Hong Kong, lui, n'est qu'une marionnette. Notre adversaire, c'est la plus grande dictature du monde. Face à un rapport de force jugé inéquitable, certains ont choisi la violence. Sur cette vidéo amateur, des jeunes ultra-radicaux s'acharnent sur un camion de police. Nous avons pu rencontrer l'un d'entre eux. Ça, c'est mon masque. Il représente les gens qui n'ont pas peur des autorités. Mais les autorités, elles, devraient avoir peur d'eux. Pour lui, la violence est le seul moyen de se faire entendre et de contrer l'emprise du pouvoir chinois. Si l'on veut intensifier notre opposition, l'usage de la violence est notre unique solution parce que les autorités continuent d'étouffer les volontés du peuple. Ils suppriment nos libertés, notre liberté de penser et de nous exprimer. À Hong Kong, la société est de plus en plus divisée. Ses habitants se déchirent sur leur identité. Ces militants pro-Pékin s'opposent au mouvement démocrate. À Hong Kong, la division tient aussi d'un conflit générationnel. Les plus anciens ont souvent vécu la rétrocession comme une fierté. Ils sont plus favorables au gouvernement chinois. Les démocrates ne devraient pas faire ce qu'ils font, car nous sommes tous chinois. Hong Kong fait partie de la Chine. Alors comment des Chinois peuvent-ils se battre entre eux? Vous devez aimer votre pays. C'est exactement comme vos parents. Si vous n'aimez pas votre pays, alors vous êtes un mauvais enfant pour votre famille. Eux peuvent compter sur le soutien du milieu des affaires hongkongais. Alan Zeman est l'un des hommes les plus riches et les plus influents de la mégalopole. Le milliardaire ne veut pas entendre parler d'indépendance. Hong Kong ne peut pas fonctionner tout seul. Et c'est pour ça que le mouvement indépendantiste est vraiment ridicule. Hong Kong n'a pas de ressources naturelles, n'a rien du tout en fait. C'est juste un port sur la mer. Donc ça ne peut pas marcher. Hong Kong est promis à un bel avenir. Mais le futur de Hong Kong est avec la Chine. C'est la seule façon pour que Hong Kong puisse survivre. Car c'est par cette ville que transitent la plupart des investissements étrangers à destination de l'Empire du Milieu. Comment va le marché aujourd'hui? Le montant des transactions a augmenté? Oui, entre 90 et 100 points. Dans cette compagnie boursière, on l'assure, l'interdépendance entre Hong Kong et la Chine profite aux deux parties. Un système gagnant-gagnant qui prouve qu'il faut maintenir le statu quo. En fait, la Chine, si elle veut poursuivre son développement économique, a aussi besoin de Hong Kong. Parce que Hong Kong, c'est un pont. Un pont qui permet aux investisseurs étrangers d'entrer en Chine. Mais pour Benny Tai, spécialiste des mouvements sociaux à l'université de Hong Kong, cet argument n'est plus valable. En 2014, il était l'un des principaux instigateurs du mouvement des parapluies, l'ennemi juré du pouvoir chinois. Cette révolution, dit-il, a changé les mentalités. Dans le passé, beaucoup de Hongkongais se satisfaisaient d'avoir un bon niveau de vie matériellement parlant. Mais maintenant, gagner de l'argent, c'est toujours important, mais ce n'est plus la seule préoccupation pour les Hongkongais. Nous voulons la justice, nous voulons l'équité, les droits de l'homme, nous voulons la démocratie et l'état de droit. Je pense que l'on attend plus et je pense aussi que l'on mérite d'avoir toutes ces choses. Ça, c'est le plus gros changement que j'ai vu après 1997. La rétrocession de Hong Kong à la Chine signée il y a 20 ans prévoit un rattachement définitif à l'Empire du Milieu en 2047. Une échéance que les anti-Pékin redoutent. D'ici là, ils promettent de se battre jusqu'au bout pour que brille encore en Chine
une lueur de démocratie. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de Côte 24, perdu dans l'océan Indien, à quelques centaines de kilomètres des côtes indiennes. L'archipel des îles Andaman est devenu l'Eldorado de la classe moyenne indienne. Chaque année, des milliers de touristes profitent des plages coralliennes de ce petit bout de terre paradisiaque, à la nature encore préservée. C'est aussi un endroit stratégique où le gouvernement a décidé de construire le plus grand port sur l'océan Indien. Mais ce développement économique spectaculaire se fait au détriment des Jarawahs, peuple afro-asiatique qui vit dans l'archipel et compte parmi les dernières tribus primitives de la planète. Les Jarawahs sont donc des pygmées. Ils ont quitté l'Afrique il y a 70 000 ans avec les premières migrations humaines. Cela fait plus de 35 000 ans qu'ils sont établis sur les îles Andaman. Ce peuple qui vit de chasse et de cueillette a toujours farouchement refusé de se mélanger aux puissances qui ont successivement colonisé son territoire, de la Grande-Bretagne au Japon, en passant par l'Inde, dont les îles Andaman font partie intégrante depuis 1947. Mais depuis une vingtaine d'années, et notamment le tsunami de décembre 2004, le tourisme a explosé sur leur archipel. Et les contacts avec la tribu se sont multipliés. Bien souvent, pour le pire, l'accès à la réserve des Jarawahs est pourtant strictement interdit. C'est une forteresse, 115 km de bande côtière plantée d'une jungle dense qui est patrouillée en permanence par l'armée indienne et les gardes forestiers en charge de la protection des minorités ethniques. Le blackout médiatique est total. Nous sommes allés, malgré tout, à la rencontre de ce peuple menacé d'extinction. Les Jarawahs, qui ne comptent plus que 420 membres, parlent une langue qui leur est propre. Nos guides sont parmi les rares étrangers à la maîtriser. Ils ont accepté de prendre des risques importants pour nous conduire à travers la jungle. Certains Jarawahs ont accepté de nous rencontrer et nous ont parlé librement de la gravité de leur situation. Reportage. Pour rencontrer les Jarawahs, il faut braver tous les interdits. Cette tribu vit au cœur de la plus grande des îles de l'archipel indien des Andaman. Elle ne compte plus que 420 membres. Pour parvenir jusqu'à eux, il faut progresser à pied à l'intérieur de leur réserve qui s'étend sur 115 km de long. Après plusieurs jours de marche, nous établissons un premier contact. Les Jarawahs ont vécu reclus pendant 35 000 ans, sans contact avec le monde extérieur. Allez, voyons qui tire le plus loin. D'après des études récentes, ils auraient fait partie des premières migrations humaines depuis l'Afrique vers le reste du monde. Je vais réessayer. Cette fois, ça va aller vraiment loin. En principe, le territoire des Jarawahs est protégé, interdit d'accès par l'armée indienne. Mais depuis 2012, les interactions avec les populations indiennes qui peuplent l'autre partie de l'île se sont multipliées. Touristes et braconniers mettent en péril leur mode de vie fragile. Les hommes de la tribu sont sortis plusieurs fois de leur forêt pour se plaindre aux autorités indiennes, en vain. Pour leur donner la parole, nous avons décidé de braver l'interdiction. Nous vivons tranquillement dans la forêt. Nous sommes heureux. Il y a tout ce dont on a besoin ici. Les arbres regorgent de fruits et les fleurs sont magnifiques.
Par ici, tout est beau et paisible. On aime tout partager, on est tous ensemble. Et on chasse uniquement ce dont on a besoin. Mais avant, il n'y avait pas d'étrangers ici. Aujourd'hui, ils s'approchent de plus en plus près de nous. Les Jarawas sont des pygmées et des chasseurs-cueilleurs. Leur mode de vie n'a pratiquement pas changé depuis l'âge de pierre. Nous sommes donc étonnés de découvrir des outils, des lampes torches, des ustensiles de cuisine. Ils se sont mis aussi à porter des vêtements. La plupart de ces objets leur sont donnés par des gardes forestiers. Ceux-là même qui, au sein d'une organisation gouvernementale ad hoc, sont censés les protéger du monde extérieur. Le mode de vie des Jarawas est en train de changer irrémédiablement. Avant, il n'y avait pas de casserole, pas de plat en métal. Quelquefois, on doit marcher la nuit, mais il fait trop noir. Avant, on fabriquait des bougies avec la cire des abeilles. Mais aujourd'hui, on a des torches. Des Indiens nous les donnent. Ça éclaire mieux et ça nous guérit de l'obscurité. Aujourd'hui, on a tout ça. Les choses changent. Aujourd'hui, on peut marcher la nuit. Au petit matin, les hommes du clan partent à la chasse. Avec au ventre une peur nouvelle, celle de faire une mauvaise rencontre. Malgré les patrouilles des gardes forestiers, des dizaines de braconniers armés viennent chasser sur leurs terres en toute impunité. Il y a des braconniers qui viennent avec des armes pour nous tirer dessus. Ils viennent pour nous voler, ils cherchent à nous faire peur. Ils veulent nous acheter nos cochons sauvages. Ils posent leurs pièges. Et ils tuent nos cochons. Parfois, ils nous donnent un peu d'argent ou des habits. C'est comme ça qu'ils pillent notre gibier. Avant, on ne mangeait que des cochons, mais il y en a presque plus. On a été obligé de chasser des daims pour manger. On ne sait plus quoi faire. On s'assoit, on réfléchit à tout ça. On y pense tout le temps. Après les cochons sauvages, c'est au tour des daims. Leur nombre a considérablement chuté depuis que les braconniers forcent les Jarawas à chasser pour leur compte. La viande sauvage est revendue illégalement sur les marchés indiens. Mais ce que les Jarawas nous apprennent est encore plus grave. Ils nous donnent du tabac et ils veulent nous apprendre à chiquer. Et c'est pas bon pour nous. Et ils nous donnent de l'alcool. On n'en veut pas non plus. Mais ils essayent quand même de nous faire boire. On n'en veut pas, c'est mauvais. Ils essayent de nous influencer. C'est comme ça dans votre monde. Sur les îles Andaman, personne ne veut nous parler de ces safaris photos, à part un guide qui tient à rester anonyme. 70 à 80% des touristes qui visitent les Andaman viennent pour voir les Jarawas, ça fait partie du tour. Et c'est devenu un véritable business pour les agences de voyage à Port-Blair. Des gens les prennent en photo et ils vendent des CD, des femmes nues qui dansent. Pour moi, ils exploitent l'innocence de cette tribu qui vit encore de façon très primitive.
À l'entrée de la route, ces panneaux qui rappellent ce que l'on trouve dans les parcs animaliers. Encadrés par l'armée indienne, des dizaines de véhicules traversent la réserve 4 fois par jour. À l'intérieur, des touristes qui ont payé pour prendre un Jarawa en photo. En témoignent ces vidéos postées sur Internet. Personne ne leur a demandé leur avis. C'est ce que nous avons décidé de faire. Takulu, l'un des chasseurs, parle au nom du clan. Avec les touristes, c'est l'argent qui a fait irruption dans leur vie. Là-bas, on nous donne de l'argent pour aller au magasin. On achète des gâteaux pour les enfants. On achète de la nourriture, du sucre par exemple. Si on n'a pas d'argent, c'est pas grave. Mais au magasin, si on n'a pas d'argent, on ne nous donne pas de gâteau. Si tu n'as pas d'argent, on ne te donne rien. On n'aime pas aller sur la route, c'est très mauvais. On n'aime pas y aller. Le gouvernement indien reste sourd aux revendications des Jarawa. Le développement de l'archipel passe avant tout. Les îles Andaman sont devenues la destination favorite de la nouvelle classe moyenne. Le BJP, le parti nationaliste au pouvoir, dénie aux Jarawa le droit à l'autodétermination. Leur réponse est sans appel. On n'aime pas le monde extérieur. On ne veut pas avoir de contact et être trop proche de votre monde. Nous, on veut rester comme on est. Votre monde est mauvais pour nous. On ne l'aime pas. Il y a trop de gens, trop de bruit. On n'a jamais la paix. Dans votre monde, ça sent mauvais. Ici, c'est chez nous. C'est là qu'on veut vivre. Ici, on trouve tout ce dont on a besoin. Le soir, on se retrouve tous ensemble. On s'assoit, on fait un grand feu. On est bien ensemble. On n'a pas de soucis. Au cours de notre enquête, aucun officiel n'a souhaité répondre à nos demandes d'interview. Pour l'agence indienne en charge de la préservation des Jarawa, il faut s'acquitter de son devoir envers l'Inde et le monde de protéger cet héritage unique, l'écologie et l'environnement de ces tribus. L'un des plus anciens peuples du monde pourrait bien disparaître. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Retour sur le plateau de Code 24. C'est la période de l'année la plus rentable pour les cabinets de chirurgie esthétique chinois. Dès le début de l'été, les jeunes diplômés affluent pour se refaire le nez, agrandir les yeux ou gonfler les seins. Objectif, mieux séduire un recruteur potentiel. Sur le marché de l'emploi, la concurrence est rude et beaucoup de jeunes femmes n'hésitent pas à changer d'apparence pour mettre toutes les chances de leur côté. Certaines économisent pendant des mois pour s'offrir ce que beaucoup d'entre elles estiment comme un passage obligé après les études. L'été, la fréquentation dans les cabinets spécialisés augmente de 60%. Le reportage d'Antoine Védéier, Angélique Forget et Thomas Blanc. Cela faisait des mois qu'elle attendait ça. Venez, je vais vous montrer votre chambre. Dans quelques minutes,
Zheng Tiantian, 21 ans, va s'offrir un nouveau visage. Aujourd'hui, je vais me faire débrider les yeux et refaire le nez. J'espère que l'opération sera réussie et surtout que ça paraîtra naturel. Dans quelques mois, elle sera diplômée dans la publicité et selon elle, changer de visage va l'aider à trouver le métier de ses rêves. Maintenant, les recruteurs font très attention à l'apparence. Donc cette opération, c'est ce qui va me permettre de trouver un emploi plus facilement. L'opération sous anesthésie générale va durer 4 heures et coûte 4 000 €. Quelle forme tu veux pour tes yeux? Parallèle ou arrondi? Laquelle est mieux? La forme parallèle te va bien. Le débridage des yeux, c'est la spécialité du docteur Tian. Il en pratique 3 par jour en moyenne. Je dessine une ligne là, et puis je couperai en suivant la trace. Ensuite, on enlèvera le muscle et on recoudra la paupière. Sur sa table d'opération, surtout des femmes, de plus en plus jeunes. Il y a les jeunes diplômés qui sont à la recherche d'un premier emploi. Mais on a aussi des lycéennes qui viennent de passer l'examen de fin d'année. Elles subissent une opération pour avoir une meilleure apparence à l'entrée à l'université. L'opération est terminée. Désormais, Zheng Tiantian va attendre 1 mois avant de découvrir son nouveau visage. Comme elle, des milliers de jeunes femmes en Chine passent chaque année sous le bistouri. Dans les grandes villes du pays, les cabinets de chirurgie esthétique fleurissent. Désormais, il faut être belle pour réussir. Car pour trouver un emploi, la compétition est féroce. Se faire opérer peut aider à se démarquer. Dans cet immeuble de Shanghai se tient un forum pour l'emploi. Parmi les recruteurs, beaucoup jugent l'apparence autant que les compétences. Je pense que l'apparence compte pour 50% dans le choix du recrutement. Vous pouvez demander aux autres ce qu'ils en pensent, mais pour moi c'est ça. Cette jeune femme recrute des conseillères en bien-être. Et entre 2 CV identiques, son choix est vite tranché. Si j'ai 2 profils identiques, l'apparence est déterminante dans mon choix de recrutement. Une personne qui fait attention à son image, surtout quand c'est une femme, ça veut dire qu'elle est exigeante avec elle-même. Des recruteurs chinois exigeants sur l'apparence et même discriminants à l'égard des femmes. Récemment, l'ONG de défense des droits de l'homme Human Rights Watch a analysé des milliers d'offres d'emploi postées sur Internet. Parmi elles, de nombreuses annonces exigent des candidates jeunes et jolies. Pour une hôtesse d'accueil entre 20 et 27 ans, 1,63 m minimum, excellente image, agréable, merci de joindre une photo. Il y a 3 ans, le géant du e-commerce chinois Alibaba diffusait même une annonce dans laquelle il mettait en avant les jolies filles au sein de l'entreprise. Voici les déesses qui travaillent chez nous. Elles vous veulent comme collègues. Et vous? Cette pression qui s'exerce à l'embauche peut suivre certaines femmes toute leur carrière. Xia Xiao a 24 ans. Elle travaille comme secrétaire pour une grande marque chinoise de cosmétiques. Il y a 2 ans, elle a subi dans cette clinique une opération pour se faire débrider les yeux. Aujourd'hui, c'est son nez qu'elle veut changer. Moi, je trouve que mon nez est trop court et pas assez pointu au niveau du bout. Moi, ce que j'aime, ce sont les nez droits. Après 2 ans d'expérience dans son entreprise, Xia Xiao voudrait être promue à un poste plus élevé. Et elle en est persuadée, cela passe par un nouveau nez. Ça va m'aider dans ma carrière. Je pense que plus je deviens belle, meilleur sera mon avenir professionnel. Cette pression des recruteurs sur le physique des femmes témoigne d'une injonction à la beauté exercée par toute la société chinoise. Aujourd'hui, le pays est bien loin du principe d'égalité des sexes utilisé par la propagande communiste pour signifier qu'hommes et femmes doivent servir ensemble le pays. La Chine est encore un pays machiste. Il y a énormément d'entreprises qui recrutent uniquement ou principalement des hommes. Les femmes ont donc moins d'opportunités pour trouver un emploi. Du coup, les recruteurs sont encore plus exigeants avec elles à l'embauche.
La Chine mène sa dictature de la beauté à vitesse grand V. La chirurgie esthétique est devenue le 4e poste de dépense des foyers chinois. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de Côte 24. En Espagne, la région de Huelva est le paradis de la fraise. Pour la saison de la récolte, durant 3 mois, des ouvrières agricoles venues d'Europe, de l'Est et du Maroc. Ces dernières ont récemment dénoncé les conditions de travail dans les exploitations espagnoles. Des cas d'harcèlement, notamment sexuel, de la part de leurs supérieurs. Les syndicats sur place dénoncent une toute-puissance du secteur de la fraise et une omerta de la part de la population. Pour eux, c'est un esclavage moderne qui ne dit pas son nom. Reportage de Margot Subra-Gomez et Mélina Huette. Quelque part en Andalousie, elles sont une dizaine de Marocaines à vivre dans le secret de cette maison. Vous ne verrez pas leur visage. Ces saisonnières ont fui les champs de fraises où elles travaillaient. Un syndicat d'ouvriers agricoles les a recueillis. Aujourd'hui, elles dénoncent un esclavage moderne. Venir ici, en Espagne, c'est la pire chose qui me soit arrivée dans la vie. Aïcha et Lamia ont travaillé 3 mois dans la région de Huelva. Elles disent avoir été agressées sexuellement par leur patron. Il s'appelait Antonio, il était très costaud. Un jour, il a dit qu'il me raccompagnait en voiture après la récolte, mais il s'est arrêté sur le bord de la route et a commencé à me toucher de force la poitrine, à monter sur moi. Mais j'ai crié et il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. J'ai entendu des cris dans la salle de bain. Un patron était rentré alors qu'une collègue enceinte se douchait. Je l'ai empêché de l'agresser et il m'a poursuivi dans la cuisine en disant « Si elle ne peut pas coucher, alors toi tu peux coucher ». Chaque année, elles sont 17 000 à quitter le Maroc le temps de la saison des fraises. Un accord migratoire avec l'Espagne qui manque de main-d'œuvre. Mais ces femmes ne sont pas choisies au hasard. Ils cherchent des gens vulnérables pour pouvoir leur faire subir n'importe quel type d'abus. Ils veulent des filles entre 20 et 40 ans qui aient des enfants en bas âge, qui viennent de la campagne, et si elles sont illettrées, c'est encore mieux pour eux. Ce sont de telles brutes que même dans les documents d'embauche, ils décrivent ce profil noir sur blanc. Des travailleuses dociles pour une rentabilité maximum. Car en Andalousie, tout est bon pour choyer l'or rouge de la région, la fraise, cultivée de façon intensive sous ces immenses serres de plastique. Chaque année, il s'en exporte plus de 260 000 tonnes qui se retrouvent sur les étals européens à des prix imbattables. Regardez, là vous avez des serres avec des myrtilles, là des fraises, et juste à côté il y a les campements de migrants, des bidonvilles, sans électricité ni sanitaire. José Antonio Brasso est syndicaliste, un des rares à Huelva à dénoncer depuis des années les conditions de travail dégradantes des saisonniers de la fraise. La peur, c'est leur arme. Si tu critiques, ils vont te montrer du doigt et tu ne pourras plus jamais travailler ici. Ni toi, ni personne de ta famille. Une omerta brisée ces derniers jours par les travailleuses marocaines. L'entreprise mise en cause refuse de s'exprimer sur ces accusations. Nous sommes allés les voir en caméra cachée. Entrez, entrez. Bonjour. Bonjour. Nous sommes des journalistes françaises. Si c'était vrai, si on avait vraiment séquestré 400 femmes, on serait déjà en prison, on ne serait pas ici. Mais le combat est inégal, car ici, la fraise génère un demi-milliard d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Nous avons contacté les responsables du secteur. Ils ont refusé notre demande d'interview. Pour eux, pas question de donner trop de poids aux plaintes des saisonnières marocaines. Franchement, si parmi les 100 000 personnes qui travaillent ici dans la fraise, directement ou indirectement, que ce soit les producteurs ou les distributeurs, il n'y a eu que 3 plaintes, vous croyez vraiment que c'est représentatif? L'objectif, faire passer ces abus sexuels pour des cas isolés, afin de ne pas décourager d'autres femmes de venir faire la saison. Celles qui ont brisé le silence payent désormais le prix fort.
Elles n'ont jamais été payées pour leur travail et ne sont plus les bienvenues au Maroc. Dans notre pays, au Maroc, quand une femme est victime d'abus sexuels, c'est la honte. Tu peux même être puni par la loi pour ça. À cause de ce qui m'arrive, mon mari vient de demander le divorce. Je suis maître de mon corps. Je peux tout supporter, mais pas qu'on me touche contre ma volonté. Dans ce cas, je proteste et peu m'importe les conséquences. Pour elle, impossible de travailler à nouveau à la récolte des fraises. Dénoncer le système, c'est se priver d'un revenu qui fait vivre leur famille. Une centaine d'autres travailleuses s'est désolidarisée de ces accusations. Football à présent. Les regards se tournent déjà vers la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu en 2022 au Qatar. Ville nouvelle, autoroute, métro. Le Qatar a prévu de dépenser 200 milliards d'euros, plus qu'aucun autre pays organisateur d'une Coupe du Monde. Le reportage de Sophie Guignon. À Doha, les gratte-ciels n'en finissent plus de sortir de terre. Ville nouvelle, autoroute, métro, le Qatar a prévu de dépenser 200 milliards d'euros, plus qu'aucun autre pays organisateur d'une Coupe du Monde. Au milieu du désert, voici Al-Wakra, l'un des futurs stades de la Coupe du Monde. Là-bas, il y a des ouvriers. Pour nous le faire visiter, le responsable des travaux de ce stade. Sous les ordres de ce Qatari, 4000 ouvriers et une cinquantaine d'entreprises locales et étrangères se relaient jour et nuit. Ce qui est spécial avec ce projet, c'est que ce sera le seul stade qui aura un toit qui ferme. Au total, le Qatar s'est lancé dans la construction de 8 stades, aux dimensions pharaoniques, pour un petit pays de seulement 2 millions d'habitants. Tentes bédouines, bateaux traditionnels, le Qatar entend utiliser ces stades inspirés de la culture locale pour mettre en avant son patrimoine lors de la Coupe du Monde. L'architecte a voulu s'inspirer des bateaux en réparation sur la plage. C'est comme si on regardait le fond d'un bateau. C'est vraiment impressionnant. Pas question pour le Qatar de faire des concessions dans la construction, quitte à puiser dans ses réserves financières. Le pays a réorganisé en urgence toutes ses filières d'importation, par mer ou par les airs. On a changé certains matériaux. On a cherché des sources d'approvisionnement alternatives. Et on les a choisis en fonction de la qualité et en fonction des prix. Officiellement, les chantiers n'ont pris aucun retard. Pour respecter les délais, le Qatar peut compter sur une main-d'œuvre bon marché toujours aussi nombreuse. Venue du sous-continent indien, ces petites mains travaillent par des températures qui dépassent 50 degrés l'été. Les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent des dizaines de morts suspectes chaque année. Aujourd'hui, l'un des porte-parole de l'organisation de la Coupe du Monde nous présente au pas de course un camp modèle. Il y a une laverie en libre accès, un grand supermarché, un barbier, il y a aussi une clinique et une salle de gym, des infrastructures sportives. Donc ce sont de très bonnes conditions pour vous? Oui, de très bonnes conditions. Pas le temps de poser de questions aux employés qu'il faut déjà repartir. Seule concession du Qatar face aux pressions internationales, l'adoption d'un salaire minimum de 166 € par mois. Plutôt que les ouvriers, le comité d'organisation de la Coupe du Monde préfère nous voir filmer la séance photo qu'il a organisée avec Xavi. L'ancien capitaine du Barça pose sur les lieux du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2022. Champion du monde avec l'Espagne, Xavi a été recruté pour être l'un des ambassadeurs du mondial qatari. Ce serait pas mal. Il est même pressenti pour être le futur sélectionneur du pays. L'un de mes objectifs en venant ici, c'est de partager mon expérience, que ce soit celle du Barça ou de l'équipe nationale, pour les aider à être compétitifs, à ce que les jeunes générations fassent bonne figure dans le mondial. Avec tous ces investissements, le Qatar entend aussi briller sur le terrain. Depuis une quinzaine d'années, l'Émirat organise un repérage dans toutes les écoles de football du pays.
Les meilleurs joueurs sont envoyés dans un complexe sportif ultra luxueux, l'Académie Aspire. Chaque année, une centaine d'étudiants recrutés pour leurs qualités athlétiques sont formés. Et tous rêvent de suivre le chemin de leurs idoles du PSG, le club parisien, propriété de la famille royale du Qatar. Quel joueur vous inspire? Il joue pour qui? Il vient d'où? Brésil. Il a de très bonnes qualités. C'est un très bon joueur. Est-ce que tu voudrais devenir comme lui? Oui. Est-ce que tu voudrais jouer au PSG? Oui. Dans cette classe, des enfants de travailleurs indiens, gambiens, soudanais, palestiniens, mais surtout une majorité de Qataris. Alors que dans le passé, le pays a été critiqué pour naturaliser des sportifs le temps d'une compétition, l'ambition des autorités est claire. Former une génération d'athlètes capables de remporter des médailles dans les grandes compétitions internationales. On donne cette opportunité à tous les jeunes qui vivent au Qatar, qu'il s'agisse des Qataris ou des enfants de résidents étrangers. Tous les enfants ont l'opportunité de postuler à l'académie, s'ils ont des qualités sportives particulières. Organisation de la Coupe du monde de football, mais aussi des championnats du monde d'athlétisme et de natation. Plus que jamais, le petit Émirat mise sur le sport pour exister sur la scène diplomatique internationale. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous tous de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programmes sur notre antenne et je vous dis à la semaine prochaine.